Dans 72 heures, nous compterons un mois depuis la rentrée scolaire 2021-2022, déclarée l'année de réussite, l'année de l'élite, l'année de succès par son Excellence Tony Mwaba. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'en dépit de l'appel de l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique de suspendre la grève afin de donner lieu à la reprise des cours en République démocratique du Congo, il y a eu des écoles ou bien des enseignants qui n'ont pas voulu se tempérer à cet appel et répondre favorablement afin de faire bénéficier aux enfants congolais de leur droit à l'éducation. Quel serait le sort de ces enfants congolais privés de leur éducation? Une question qui nous trouble puisqu'on s'est dit, 30 jours passés, ces enfants n'ont pas bénéficié de leur enseignement, de leurs cours, de leurs encadrements. Comment faire pour récupérer de ce temps perdu? Est-ce que ces enseignants tiennent compte de préjudices qu'ils causent à ces enfants? Pourquoi ne pas se soumettre aux résolutions que d'autres ont prises plutôt ensemble avec le gouvernement, de manière à ce que ils reprennent les cours tout en poursuivant les négociations avec le gouvernement. Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, là, il y a deux camps désormais, deux syndicats. Il y a le Synéca d'un côté et puis d'autres syndicats de l'autre côté, accompagnant ou bien soutenant l'idée de poursuivre les négociations avec le gouvernement. De l'autre côté, nous voyons les différents députés de deux provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'agit des députés du Nord Kivu et puis de l'Ituri qui sèchent le plénière, disant ne participeront pas aux différentes plénières en faveur de prorogation plutôt de l'état de siège dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Aussi une question, quel serait le sort de Moïse Katumbi? Aura-t-il le courage de claquer la porte, dire au revoir à l'union sacrée? Sera-t-il en mesure de se tenir jusqu'à la fin du mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Pourra-t-il se présenter réellement aux élections de 2023? Toutes ces questions auront bien le bien de réponse ensemble avec un doyen dans la profession, M. Jean-Pierre Katenda. Bonsoir Jean-Pierre Katenda. Bonsoir. Vous allez bien? Oh, je vais très bien. En fait, vous voyez la réalité politique en démocratique du Congo. Elle vous dit une chose? Oui, la première chose, c'est pour la première fois dans notre pays, avec la situation de l'enseignement. C'est là, j'ai dit la première fois que les enseignants puissent endurcir leur cœur, maintenir la grève au-delà des 30 jours, puisque nous tendons bientôt là, ces 30 jours, vous l'aviez bien souligné, dans 112 heures. Oui. Donc ça frappe directement. Ça n'a jamais eu lieu, mais c'est la première fois dans notre pays. Et pour vous, pourquoi ils sont parvenus à arriver jusque-là? Quel serait le mobile pour endurcir le cœur? Comment est-ce qu'ils ont fait? Donc je dirais tout simplement que la situation de la rentrée scolaire, vous l'avez souligné, le 4 octobre, il y a eu la rentrée officielle. Les enseignants ont posé un certain nombre de questions, de conditions. Et ce n'est que normal que les enseignants se retrouvent autour d'une table avec le gouvernement pour essayer de trouver, n'est-ce pas, des solutions appropriées. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce qu'on remarque, c'est que je ne vais pas parler d'une main noire, je vais dire tout simplement qu'il y a une orientation tout autre, entre guillemets, une orientation politique dans cette revendication. Comment comprendre que le cahier des charges a été transmis au gouvernement pour améliorer les conditions de travail, améliorer les salaires et en même temps, deuxièmement, faire des négociations, se retrouver autour d'une même table et refuser de reprendre les cours, accepter d'endurcir la grève, mais tout en touchant quand même le peu d'argent là, des salaires là. Ouais, c'est pourquoi j'ai dit que ça prend une autre tournure, qui est une tournure normale d'un véritable enseignant qui comprend pourquoi il est enseignant. Puisque enseigner, ça c'est une vocation. Exactement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas devenir enseignant. Ça c'est une vocation. Donc on sait pourquoi on est devenu enseignant. C'est pour d'abord apprendre à l'enfant comment lire, comment écrire, et tout ça, ça demande de la patience.
C'est pourquoi j'ai dit il y a une certaine orientation. Parce que quand on pose des problèmes, on pose à l'employeur essaie de trouver des solutions, et vous, en tant qu'employé, il faut essayer de travailler en collaboration pour faire avancer les choses, mais ce qui n'est pas le cas. Donc c'est pourquoi je dis que c'est la première fois qu'une telle situation perdure dans notre pays, qu'au-delà d'autant de semaines depuis la rentrée scolaire, que les écoles, là il faut encore une certaine précision, puisque ce ne sont pas toutes les écoles. Exactement. Les écoles privées nous allons y arriver. Nous allons vraiment y arriver. Les écoles privées ont repris les cours sans problème. Il y a les écoles publiques, certaines écoles publiques, mais c'est surtout les écoles conventionnées. Les écoles conventionnées, et je souligne en rouge, les écoles conventionnées catholiques. Puisqu'il y a d'autres écoles conventionnées qui sont kimbanquistes, d'autres confessions religieuses, mais qui étudient. Mais les écoles conventionnées catholiques, là, ils sont restés catégoriques. Qu'est-ce qui est derrière? C'est pourquoi je dis qu'il y a une autre orientation qui est la vocation pour laquelle l'enseignant est appelé à donner cours. Et moi, ce que j'ai constaté cette année est que les écoles privées, au lieu d'aller en hausse de Minerval, ils ont fait de réduction. C'est ce que je n'ai pas compris en fait cette année. C'est vraiment un constat que j'ai fait dans quelques écoles privées. Il y a eu baisse de Minerval. Et ça a élevé un peu ma curiosité. Comment expliquer cela? Puisque les écoles conventionnées catholiques réclament, alors que les écoles privées ont essayé de réduire le frais. Apparemment, ils ont joué à une politique marketing, plutôt de marketing, de manière à attirer plus d'enfants, plus d'inscriptions chez eux. Mais les écoles conventionnées catholiques n'ont pas compris cette politique et ils n'ont pas voulu, comment dirais-je, fléchir à la politique générale de l'éducation nationale. Qu'est-ce que ça vous dit, en fait, cette politique de faire de ces écoles conventionnées catholiques? Ce qu'il faut souligner d'ores et déjà est que depuis que le président de la République a insisté sur la gratuité de l'enseignement et que cette gratuité a été lancée et appliquée dans notre pays, on a trouvé que les relations entre l'État et les églises, les écoles, surtout conventionnées catholiques, les relations sont devenues des relations en dents de scie. En dents de scie, pourquoi? Puisque les écoles catholiques, si vous prenez une école catholique, avant qu'on puisse décréter la gratuité de l'enseignement, pour que l'enfant étudie dans une école catholique, il fallait, n'est-ce pas, débourser l'argent. Il fallait avoir une poche remplie. Exactement. Et là, c'est en dollars qu'on exigeait. Et maintenant qu'on prend la décision que les enfants puissent étudier gratuitement, c'est là comme si on a refusé aux écoles catholiques d'avoir leur vache à lait. C'est d'abord le problème de le départ. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est pourquoi les relations sont restées en dents de scie, en train de nager contre le courant avec l'État. Maintenant, pourquoi les écoles privées ont diminué les frais? Ce n'est que normal, puisque vous savez bien qu'avant le 4 octobre, il y a certaines écoles qu'on appelle les écoles de la première zone, qui ont exigé, les écoles catholiques qui ont exigé que pour que l'enfant soit inscrit, il doit payer 120 $ juste pour obtenir les journaux de classe, les cahiers de communication et l'uniforme. 120 $, c'est au-delà. Comme il n'y a plus encore moyen de demander l'argent aux enfants, il fallait créer une histoire comme ça. Et là, le ministre et tous ses services se sont opposés que l'argent demandé rien que pour les journaux de classe, les cahiers de communication et l'uniforme, c'était une somme exorbitante. C'est comme ça que, avec tout ce qu'il y a eu comme sensibilisation, même les écoles privées, ils ont compris que nous sommes dans la logique, n'est-ce pas, d'aider les enfants à reprendre le chemin de l'école, à étudier, puisque c'est leur droit. Vous l'avez souligné, c'est leur droit. Et maintenant que le droit là est bafoué, nous tendons déjà vers un mois, les enfants qui sont devenus des victimes, ils font des navettes, ils vont à l'école, ils rentrent, ils vont à l'école, ils rentrent, ils n'étudient pas un mois. Est-ce que maintenant on sacrifie les enfants ou les enseignants veulent se faire justice? Voilà, c'est là où se trouve le problème. Donc les écoles privées ont compris qu'ils doivent collaborer avec l'État pour permettre aux enfants de renouer avec le chemin de l'école. En fait, si les enseignants seraient en train de se faire justice, moi je dirais qu'ils sont en train de faire fausse route, dans le sens où, c'est comme vous venez de le souligner, ils sont en grève. Ils réclament
de l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Entre-temps, ils acceptent d'aller percevoir, d'aller toucher à leur salaire. Alors, ce serait une chose et son contraire. Justement. Soit manifester votre mécontentement en ne pas toucher, que l'État constate que votre argent, l'argent qu'il a mis, il a déboursé, qu'il a placé dans vos comptes, est resté intact. Là, il se dira, non, ces gens ici souffrent. Mais c'est ça Oui, les coms. mais quand vous abusez, parce que là, ils s'en abusent, en fait. Ils en abusent. Vous vous abusez d'aller toucher de cet argent et après, vous réclamez encore l'amélioration et tout en refusant de reprendre le chemin de l'école, vous entrez en guerre. Moi, je pense que la donne a maintenant changé d'écran et ça pourrait aussi susciter maintenant une poursuite judiciaire. Ce serait maintenant de l'escroquerie. C'est pour cette Voilà, raison, ils sont vraiment en abus, ces enseignants, Oui. moi je pense. C'est pour cette raison les ministres Tony Mwaba étaient même arrivés à hausser les tons pour dire qu'il va désactiver, il a même désactivé certains enseignants. Mais après négociation, ces enseignants-là ont repris. Mais pourquoi n'est pas... C'est ce qu'on appelle le manque d'honnêteté intellectuelle. Vous êtes enseignant, vous avez un employeur, vous touchez l'argent. Mais les services pour lesquels vous êtes payé, vous ne voulez pas exercer. Vous ne le rendez pas. Et qu'est-ce qui est difficile pour les enseignants de notre pays, surtout des écoles conventionnées catholiques? Qu'est-ce qui est difficile? D'être sur le lieu du travail, en train de travailler et continuer avec les négociations. Si le gouvernement avait refusé, n'est-ce pas, de faire les négociations, ça serait autre chose. Mais les négociations sont en cours. Et il y a un communiqué conjoint qui a été publié le 28, donc le vendredi 28, pour la reprise normale des cours le lundi. Et on arrive le lundi, c'est la confusion totale. Les parents qui dépensent l'argent des transports, qui arrivent sur le lieu, ils trouvent les enseignants, il n'y a pas cours, les enfants retournent. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, ce qu'il faudra souligner, c'est qu'il faudra utiliser, par exemple, des mesures contraignantes pour... Et sévère. Oui, très sévère, contraindre, n'est-ce pas, les enseignants à pouvoir comprendre qu'ils sont en train de toucher l'argent de l'État d'une façon illégale. Salaire égale travail, mais vous n'avez pas travaillé, mais vous donc c'est l'argent. l'indu, il touche à l'indu. À l'indu. Il touche vraiment à l'indu. Et là, il se pourrait aussi que quelqu'un mouvement de droits humains s'élève pour tenter une action en justice. Il touche à l'indu. C'est une infraction, c'est que les enseignants sont en train de commettre aujourd'hui. Et aussi, ils mettent en péril l'avenir de la République démocratique du Congo en n'est pas dispenser les cours aux enfants congolais. En fait, c'est là où nous devons chuter parce qu'ils font preuve d'une mauvaise foi manifeste. Mais quel serait le sort de ces enfants, victimes de ces comportements des enseignants qui ne veulent pas comprendre qu'ils peuvent enseigner tout en restant autour d'une table en ayant de pourparlers avec le gouvernement? Mais c'est pour cela que nous sommes en train de nous époumoner en ce moment-ci. Puisque au moment où nous parlons, il y a les bancs, il y a la réunion entre les bancs syndicales et le gouvernement à Kisantu, dans la province du Congo central. Voilà. Donc, les négociations n'ont pas encore touché à leur fin. Il y avait eu des propositions qui ont été faites que, voilà, on peut ajouter à chacun sans tenir compte qu'il est enseignant de la brousse, enseignant de la ville, on ajoute à chacun 20 $, soit 40 000 francs, en attendant la fin des négociations. Exactement. Et ça a été rejeté. Et qui était le premier à rejeter? Ce sont les enseignants des syndicats, donc SINECAT, qui est syndicat des enseignants des écoles catholiques. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une certaine orientation. Et maintenant, qu'ils persévèrent dans ça pendant qu'il y a les négociations, qui sont victimes, ce sont les enfants, comme on dit, quand deux chèvres se battent, c'est la brousse qui en pâtit. Donc ce sont les enfants qui sont victimes, puisque presque un mois après, ils n'ont pas repris le cours. Vous savez, avec tout ce qu'il y a eu comme la pandémie Covid, il y a eu des perturbations par rapport au calendrier scolaire. Et maintenant, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est mettre encore en mal le calendrier scolaire et sacrifier les enfants. C'est pourquoi ce qui serait mieux d'être fait, c'est qu'ils comprennent le message qui a été lancé par les syndicats nationaux des écoles de l'EPST, qu'ils comprennent qu'ils doivent reprendre le chemin de l'école. En entre-temps, les négociations continuent. Les conclusions là, attendre les conclusions. Maintenant, si les conclusions sont satisfaisantes,
que feraient-ils ces enseignants-là pour récupérer les temps perdus? Moi, j'aimerais le voir démissionner, en fait. Oui, justement, c'est ça. C'est pourquoi que, dans notre pays, on doit étudier une certaine politique. Et si vous voyez, parce qu'il y a quelqu'un qui avait proposé la permutation. Quand quelqu'un a déjà fait plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y en a qui enseignent dans une même école, qui sont dans le même secteur pendant autant d'années. Donc, c'est devenu déjà un bien privé. Les changer, les permuter comme on les fait. Je crois que ceux-là qui sont déjà au-delà de l'âge, prendre les nouvelles unités et les engager et les mécaniser pour leur permettre, n'est-ce pas, de faire la relève de l'enseignement. Mais si nous continuons à ce rythme avec les mêmes enseignants, avec les mêmes présidents des différents syndicats, en tout cas, ce sera toujours la même situation. Et si vous faites le constat, vous verrez qu'à chaque rentrée, il y a toujours des problèmes de ces gens qui se posent. Mais il y a les efforts louables que le gouvernement a quand même déployés depuis l'arrivée du président Félix au pouvoir. Parce qu'il y en a qui touchaient de 20 000, de 30 000. Aujourd'hui, il y en a qui avaient de 80 000 francs. 80 000 francs. Et aujourd'hui, ils touchent quand même. 350 000. Donc, quand même, beaucoup d'argent, puisqu'il y en a qui travaillent ailleurs, qui n'ont même pas 100 000 francs, qui n'ont même pas 200 000 francs. Mais eux touchent. Question de travailler, ne pas pénaliser les enfants et continuer à réclamer. C'est un droit. Quand vous lisez la Constitution de notre pays, c'est selon la loi, n'est-ce pas, qui est en application. Donc, mais là, nous constatons que les enseignants ont outrepassé les limites. Justement. Ils font les choses à leur sentiment, à leur guise. Ils font les choses en sacrifiant maintenant l'avenir de toute une nation. Nous pensons qu'il est temps pour nous d'en interpeller. Hier, je soutenais les enseignants parce que tout simplement, le droit de grève est légal et constitutionnel. Mais le problème ici maintenant est que vous manifestez d'une mauvaise foi, de ne pas vouloir remédier à ces problèmes. Oui, c'est vrai, il y avait crise au départ. Mais puisque le gouvernement a manifesté d'une bonne foi, de manière à réparer à ces préjudices, à résoudre la crise, à mettre fin à la crise, vous devez vous aussi être de bonne foi pour vous mettre ensemble. Vous êtes de partenaires, vous resterez partenaires tant que vous serez enseignant. En moins que vous désistiez à l'enseignement, vous dites que non, moi je renonce à l'enseignement, je reste chez moi à la maison. Dès lors que vous le ferez, vous ne serez plus considéré comme un partenaire de l'État congolais, vous ne toucherez plus à l'enfant congolais, vous ne serez plus titulaire de son avenir. Mais puisque vous êtes jusque-là, titulaire de l'avenir de ces pays, étant enseignant, vous devez vous soumettre à la volonté de bien faire et de servir les autres. Vous êtes dans une profession passionnée, vous devez savoir comment faire votre apostolat. Donc, quelquefois, soyez tolérants, c'est très important, et ayez l'amour de la patrie, chers enseignants. Monsieur Jean-Pierre Katenda, abordons un peu ces deuxièmes sujets qui nous tient particulièrement à cœur, la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, merci beaucoup. Donc, en suivant la déclaration des députés, les 56 députés de l'Est, moi, je suis resté perplexe. J'ai dit, mais eux-mêmes ont ouvert une boîte à Pandore. Ça suffit, il y a deux possibilités. On les prend, puisque le président de l'Assemblée nationale l'avait déjà dit, leur avait demandé de quitter le groupe armé. Ça suffit qu'entre eux, là, il y en a qui se connaissent, ils se connaissent qu'ils sont derrière la guerre qui est à l'Est. Les loups ne se mangent pas entre eux. Non, maintenant c'est une occasion d'interpeller chacun. Comme ils veulent voir le chef de l'État, ils ne vont pas vers le chef de l'État, que le chef de l'État les confie auprès de la justice, comme ça, que chacun puisse faire sa déposition par rapport à la guerre. Oui, mais c'est ça la solution. Eux n'ont pas proposé la solution. Nous allons maintenant les aider. Maintenant, nous proposons la solution. Chacun des députés, n'est-ce pas, de l'Est, fait sa déposition devant la justice. Qu'est-ce qu'il en sait par rapport à la guerre? Pourquoi la guerre continue malgré l'état de siège? Puisque ça, c'est une mesure exceptionnelle. Mesure exceptionnelle pour arriver à mettre fin à la guerre. Et les gens qui, on l'a vu plusieurs fois, les gens qui sont en train de ravitailler les rebelles, ce sont les gens de l'Est. Et même dernièrement, l'autre là qui a été arrêté, il a dit que non, il y a les autorités qui sont à Kinshasa. Peut-être que c'est parmi les députés. C'est pourquoi je dis que c'est une occasion. Puisqu'ils sont également à Kinshasa. Ils sont également à Kinshasa. C'est pourquoi je dis que c'est le moment, n'est-ce pas, que chacun puisse faire sa déposition, dire à la justice, l'immeuble de 5 niveaux, 10 niveaux que j'ai construit avec mes émoluments. Et on pourra vérifier pour voir si c'est exact. Donc, ils ont eux-mêmes ouvert la boîte à Pandore, puisque la mesure d'état de siège, c'est une mesure exceptionnelle
qui demande, donc qui devait être soutenu par tout le monde, puisque nous tous, nous voulons voir la fin de la guerre à l'est. Ils exigent une présentation d'un plan de sortie avant de fléchir ou bien d'accorder une quelconque prorogation. Mais ils refusent, ils demandent de supprimer l'état de siège. Non, ils ont demandé, oui, avant d'accorder une quelconque, bien une éventuelle prorogation, il faudrait commencer par répondre aux différentes recommandations de la Commission de force et sécurité. Oui. L'une des propositions, la proposition d'ailleurs phare, était d'abord présenter un plan de sortie avant de répondre à une quelconque prorogation. Est-ce que l'état de siège n'est pas parmi, n'est-ce pas, les solutions à la guerre de l'Est? Ben c'est ça, ils disent le contraire. Ils disent que non, il faudrait qu'on leur donne un plan de sortie de l'état de siège. Non, donc vous voyez même la réaction du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Cette guerre a fait plus de 2 décennies, 3 décennies. Et personne ne s'était levé, n'avait pas pris le courage de prendre une mesure exceptionnelle comme le président Félix l'a fait. Et aujourd'hui, vous voulez qu'on vous présente, n'est-ce pas, un plan de sortie. Vous avez quel plan? Puisque c'est le plan militaire, ce plan-là, que les services de sécurité ont trouvé que c'est le plan qui convient. Avec la mobilisation de tous les matériels, mobilisation de tous les services pour arriver à mettre en déroute, n'est-ce pas, ces rebelles. Exactement. Si eux ont un autre plan, ils n'ont qu'à proposer un autre plan de sortie. Mais ce qui est mauvais, c'est que, au lieu de soutenir la mesure exceptionnelle, commencer à critiquer et décourager même nos militaires qui sont au front, là c'est mauvais. C'est pourquoi j'ai dit qu'eux-mêmes ont ouvert une boîte à Pandore. Si quelqu'un a un plan de sortie, puisqu'il y en a qui étaient cités parmi les gens qui financent les ADF. Donc si ils ont, n'est-ce pas, des plans de sortie, ils n'ont qu'à proposer. Mais la mesure de l'état de siège, ça c'est une mesure exceptionnelle, une mesure qui demande que tout le monde puisse se soutenir pour arriver à de très bons résultats. Exactement. Moi, ce qui me fait rire de fois est que depuis que l'état de siège a été proclamé par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis que cette mesure est entrée en œuvre, je n'ai jamais vu un élu de cette partie de la République s'en encaparer positivement. Dire que voilà, nous soutenons les forces armées, nous encourageons. Ils sont toujours contre l'autre et ça n'a pas c'est qui ça en même temps. Ça me tient vraiment à cœur leur position. Qu'est-ce qu'ils veulent eux? Ça signifie que quand il y a la guerre, ils en tirent des bénéfices là-dedans. Ils n'ont jamais été d'accord avec l'état de siège. Ils n'ont jamais accompagné les différents gouverneurs militaires. Ils sollicitent aujourd'hui leur démission. Qui d'entre eux a déjà approché ces gouverneurs? Qui? C'est pourquoi j'ai dit que ils ont bien fait pour déjà donner cette issue-là. Maintenant, on le prend un à un et que chacun propose qu'est-ce que lui pense, puisque la mesure-là, ce n'est pas la mesure du président de la République seul. C'est une mesure prise au niveau des institutions. Exactement. Comment arriver à mettre fin à la guerre? On ne peut pas continuer à voir nos compatriotes massacrés à l'est du pays. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette mesure. Maintenant, si un élu, soit-il, dit que non, cette mesure-là, ou ce plan-là n'est pas bon, moi j'ai un autre plan, il n'a qu'à proposer un autre plan. Mais que ce ne soit pas des gens qui sont, parce que vous savez... Ils sont en train de tirer le ficelle, apparemment. Un tronc d'arbre dans l'eau, même après 100 ans, ne deviendra jamais un crocodile. Ça sera toujours un tronc d'arbre. C'est pourquoi j'ai dit, si ces gens-là sont habitués, n'est-ce pas, à tirer des ficelles, à tirer des dividendes dans la guerre qui se passe à l'est du pays, malgré tout ce qu'on peut faire, même si on change les gouverneurs militaires, on met d'autres personnes, ils continueront toujours avec les mêmes gestes, avec les mêmes déclarations. Donc, comme qui dirait Congolais, Morondokia Congolais. Justement. Donc, nous sommes en train de nous tuer entre nous. Alors qu'il y a une piste de solution pour nous sortir de ces chaos, il y en a d'autres qui continuent à nous enfoncer dans le gouffre, qui se sont engagés à voir le Congolais mourir massacré, alors qu'eux-mêmes sont en train de fustiger ces différents actes. Qui fragilise cette mesure exceptionnelle, c'est toujours les Congolais. Quand on dit les Congolais, c'est toujours nos compatriotes qui sont à l'Est, qui coopèrent avec les ennemis, qui les accueillent, ils les logent, il y en a qui financent. C'est nous-mêmes
Donc, de l'intérieur, nous fragilisons cette mesure qui peut apporter. Donc, si vous prenez la France et d'autres pays, cette mesure ici a fait des exploits et on est arrivé à de très bons résultats. Mais pourquoi ici on ne peut pas arriver? C'est puisque de l'intérieur, il y a déjà des gens qui ne sont pas d'accord avec cette mesure, qui les empêchent de tirer les dividendes. Comme s'il faut boucler toute la République démocratique du Congo, procéder à des checkings, que tout Congolais puisse passer aux aveux. Ou bien qu'il y ait des interrogatoires généraux. Vous savez, la guerre à l'Est a mobilisé toute la République. A mobilisé toute la République. Pourquoi? Puisque tout le monde veut voir la fin de cette guerre qui a trop duré. Exactement. Et pourquoi ça traîne, vous savez, même quand vous suivez l'évolution de la situation sur le terrain, les gens là qui font les détours peut-être pour faire des incursions, c'est avec la complicité de nos compatriotes, avec la complicité d'autres Congolais. Mais si tout le monde, qu'on soit femme, homme, enfant, vieux, si tout le monde soutenait cette mesure, je crois que cette guerre-là, comme le président de la République le souhaitait, aurait déjà pris fin depuis très longtemps. Mais avec ce que les députés disent, c'est pourquoi j'ai dit, moi, ils ont ouvert une boîte à Pandore, qu'on essaie de suivre parmi eux, qui est pour cette guerre à l'Est. Puisqu'on ne comprend pas. Ils se connaissent. Un député qui touche les émoluments, nous tous nous connaissons le montant, qui construit des immeubles, qui roule carrosse, tout ça. Mais où est-ce qu'il trouve cet argent-là? Donc ça sera aussi une piste de solution pour arriver à de bons résultats. Pour vous, qu'est-ce que vous demanderez maintenant au président de la République? Pour moi, au président de la République, il ne doit pas le recevoir. Le recevoir pour quelle raison? Eux, ils sont au niveau de l'Assemblée, c'est une institution. Puisqu'il faut aussi qu'il y ait l'indépendance des institutions. Exactement. Ouais. Si eux ont un plan de sortie, même un seul, ils n'ont qu'à faire des propositions. Ils ont des huis clos, faire les propositions, voilà. Et surtout qu'ils ont un caucus. Oui. Comme, n'est-ce pas, l'état de siège, la mesure d'état de siège a échoué, ou n'a pas donné de bons résultats après autant de mois, voilà ce que nous proposons. Maintenant, c'est au niveau de l'Institut Assemblée nationale qu'on pourra, n'est-ce pas, transmettre cette proposition-là au chef de l'État. Peut-être qu'au cours d'une réunion des institutions, on peut étudier, approfondir, voir. Dans quelle mesure on pourra passer à l'exécution et puis faire évoluer les choses. Maintenant, et non pas demander à quelqu'un qu'on vous donne le plan de sortie pendant que vous êtes élu de là. Si vous avez une solution, puisque au niveau des institutions, on a trouvé que l'état de siège, c'est ça la mesure, n'est-ce pas, appropriée pour mettre la fin à la guerre. Mais pour vous, pourquoi il y a toujours des prorogations? Qu'est-ce qui freine à ce qu'il y ait directement fin à la guerre afin que nous ne puissions pas continuer à proroger l'état de siège? Qu'est-ce qui empêche? Moi, je trouve que ce n'est que normal. Comment vous voulez une situation qui a duré 2 décennies, 3 décennies? Vous voulez qu'après avoir instauré l'état de siège, après 3, 4, 5 mois, ce n'est pas un coup de bâton magique, puisque ces rebelles-là s'étaient déjà installés pendant tous ces temps. Ils ont épousé nos sœurs. Ils ont épousé nos sœurs. Ils ont des enfants qui sont nos neveux et nos nièces. Ils se sont infiltrés partout, donc ils ont eu le temps d'occuper notre territoire. Et ça demande du temps. Ce n'est pas quelque chose qui peut arriver du jour au lendemain. Mais pourquoi ces élus et quelques mouvements citoyens, quelques leaders de l'Est, du Nord Kivu et puis de l'Ituri ne veulent pas comprendre cela? Pour dire que les orientations qu'ils ont, les orientations politiques ou bien pour des raisons financières, mais avant l'état de siège, combien de fois on n'a pas vu des manifestations de ces mouvements citoyens? Et combien de fois depuis qu'on a instauré l'état de siège? Ils continuent. Des déclarations juste pour soutenir l'état de siège. Non, mais ils ne soutiennent pas en fait. Avant, ils étaient dans la rue pour fustiger la guerre. Ils étaient contre la guerre. Ils fustigeaient l'inaction du gouvernement central, l'inaction de Kinshasa. On disait quelque part, nous étions tous complices du mal qui battait son plein à l'est de la République. Maintenant qu'il y a eu une action du gouvernement central, c'est que nous ne comprenons pas ce qui est un peu bizarre et louche, que ces mêmes actions de terrain hier pour interpeller Kinshasa continue jusqu'à nos jours, et aujourd'hui avec une autre tournure. Dire que ce n'est qu'une distraction, le TDC, ce n'est que pour restreindre la liberté de citoyens congolais résidant à l'est de la République démocratique du Congo, ce n'est qu'une mascarade pour eux, c'est une arme de pillage. Ils continuent à piller. Ils ont même brandi un autre argument plutôt,
Disons que le président Félix a ordonné, a déclaré l'état de siège pour permettre à ce que son allié Paul Kagame puisse bien piller, dépouiller la République démocratique du Congo de ces matières premières, de ces minéraux. Bon, prenons maintenant l'opposé de l'état de siège. Si aujourd'hui on cède, n'est-ce pas, à la demande des députés, on supprime l'état de siège et à la place, on remplacerait quoi? Puisque pendant des décennies, il n'y a jamais eu une mesure exceptionnelle. On remplacerait quoi par l'état de siège? Peut-être qu'on est en guerre directe. Mais maintenant, vous comprenez que tous ces peut-être c'est ça qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'on dira? Tous ces mouvements-là, on dirait que ce sont des mouvements, moi je dis toujours, des gens qui tiraient, n'est-ce pas, des dividendes de cette guerre-là. Okay. Comme il y a des minéraux à gauche, à droite, ils trouvent qu'il y ait ça, donc dans la magouille, ils peuvent avoir l'argent, aller à gauche, à droite. Mais quand on veut remettre de l'ordre dans le pays, c'est là. Tout le monde n'aime pas l'ordre. Même si nous nous venons, nous parlons de notre pays d'une façon générale. On n'aime pas l'ordre, on aime les désordres. Non, le Congolais est un citoyen indiscipliné. Donc on aime les désordres, parce que dans les désordres, on peut suturer quelque chose à gauche, suturer à droite, tout ça. Mais quand on veut mettre de l'ordre, on dit non, ici il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas voler là-bas, il ne faut pas détourner ici. Là, on devient mauvais. Je crois que c'est problème de compréhension. Que les gens comprennent qu'il n'y a pas une autre mesure que cette mesure-là qui est une mesure efficace qui peut, n'est-ce pas, arriver à mettre tous ces ennemis-là en déroute. Si tout le monde comprenait, on soutenait, on a des propositions, on propose, on dit bon, comme il y a ça, faites ça. Donc je crois qu'on peut apparemment, le Congolais n'a plus envie de réfléchir, il n'a pas envie de faire travailler, de faire fonctionner son cerveau de manière à apporter des solutions idoines aux différents problèmes de la République. Non, donc vous savez, la réflexion, ce n'est pas l'apanage de tout le monde. Tout le monde, ce n'est pas l'apanage de tout le monde. Et les gens préfèrent réfléchir ou agir avec le cœur qu'avec la tête. Donc, vous savez, quand quelque chose arrive, on ne sait pas peser le pour et le contre. On ne sait pas analyser les faits, on ne sait pas avoir les thèses, les hypothèses, proposer la scène. Donc, il n'y en a pas. Donc, on agit comme ça, par sentiment, donc avec le cœur, et c'est tout. Et on ne pèse pas les avec toute émotion possible. Avec toute émotion. Donc, c'est ça le problème que nous avons dans notre pays. En tout cas, je répète, j'ai dit, la mesure de l'état de siège, ça c'est une mesure exceptionnelle, une mesure efficace. Et la première depuis que la République démocratique du Congo a connu une guerre dans la partie. On doit soutenir, qu'on soit député, qu'on soit étudiant, qu'on soit membre du mouvement citoyen, on doit soutenir cette mesure pour avoir de bons résultats. Nous tournons déjà vers la fin. Il y a une troisième thématique qui nous attend. Nous devons l'aborder avec beaucoup d'attention. Quel serait le sort de Moïse Katumbi au cas où il claquait la porte de l'Union sacrée? Mais moi, je dis tout simplement, en bref, je dis que c'est la fin de la carrière politique de Moïse Katumbi. Est-ce qu'il s'en rend compte déjà? C'est la fin de sa carrière politique. Il ne va rester qu'à faire son commerce. Mais le commerce qui sera encore difficile, puisqu'il n'aura plus encore l'occasion de voler les minéraux, sortir par Kasumbalé, ça sera encore très compliqué pour le moment. Aura-t-il vraiment le courage de quitter l'Union sacrée? Mais c'est ça le problème. Il va quitter l'Union sacrée avec quel argument? Il est venu ici, n'est-ce pas, pour battant. Quand on rentre, c'est avec la queue entre les pattes. Donc là, ça devient compliqué. C'est pourquoi j'ai dit, ça annonce déjà la fin de sa carrière politique. Il claque la porte de l'Union sacrée et on l'enterre politiquement et ça sera fini pour lui. Il y a maintenant des rumeurs qui disent qu'Ensemble a maintenant deux camps plutôt. Le premier camp, c'est celui qui pense que Moïse Katumbi doit nécessairement harmoniser avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le patron de l'Union sacrée. Il y a un autre camp qui refuse, qui pense qu'il faut continuer avec le bras de fer contre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, claquer la porte et partir. Qu'en pensez-vous du premier cas d'abord? Donc, je dois d'abord préciser quelque chose. Vous savez, au mois des élections de 2018, Moïse Katumbi n'avait même pas un parti politique d'un seul membre. N'avait pas un parti politique. Et il n'en avait que dans sa tête. Il n'en avait que dans sa tête. Donc, il n'y avait que donc, son le parti sa conscience, oui, qui était membre de son parti. Justement. Okay. C'est comme ça que, comme c'était un homme malin, il a utilisé son argent, pensant qu'avec l'argent, tout lui est permis. Il a, n'est-ce pas, essayé d'acheter les consciences
des responsables des différents partis politiques. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à créer la plateforme Ensemble pour les changements. Ouais. Et on l'a mis comme leader, avec raison. Leader, ce n'est pas puisqu'il avait donné les injonctions aux responsables des partis politiques pour créer les partis, mais c'est puisqu'il les a soutenus avec l'argent. Ok. Jusqu'au moment des élections. C'était une plateforme électorale. Ok. Jusqu'au moment des élections. Pas plus tard qu'hier que Moïse a n'est-ce pas, créé son propre parti. Ensemble pour la République. Ok. Là, on doit, n'est-ce pas, disséquer les deux. Il y a Ensemble pour le changement. Qui était une plateforme électorale. De Moïse Katumbi. Et Ensemble pour la République comme parti politique. Et pas une plateforme électorale de Moïse Katumbi, mais là où il était comme leader. Ah, ok. Comme leader. Okay. Maintenant, et Ensemble pour la République, qui est son propre parti. Il vient à peine de créer en 2021. En 2000, qui n'a même pas encore 6 mois ou une année. Okay. Donc, ouais, ce sont des choses différentes. Maintenant, quand vous voulez donner les ordres, ou vous voulez donner les orientations, c'est plus facile de donner les orientations à votre propre parti. Puisque, et les autres partis qui constituaient l'ensemble pour le changement de la plate électorale, et votre parti, vous devenez tous les partenaires au même niveau, quel que soit votre argent. C'est ce qu'il n'a pas compris. Non, est-ce qu'il comprendre, c'est trop dur. Est-ce qu'il le sait? Il faudrait commencer par savoir pour comprendre. Il fait tout simplement la confusion. Il veut prendre, n'est-ce pas, les leaders des partis politiques qui constituent l'ensemble pour les changements, les considérer comme les propres membres de son parti politique qu'il vient de créer maintenant. Cacophonie. Donc, c'est juste ça la confusion. C'est pourquoi, vous voyez, quand il donne les orientations, il y en a qui boudent, qui refusent. Il dit non, il a son propre parti. Moi, j'ai mon parti. S'il veut qu'on puisse parler de quelque chose, on doit coopérer. Et non pas qu'il doit, n'est-ce pas, avoir la même mise sur moi, puisque nous tous, nous devenons des partenaires. Exactement. Donc, c'est à ce niveau-là où il y a les problèmes. Et au cas où il harmonisait avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Non, ça sera compliqué, puisque c'est un homme malin, un sous-marin. Okay. C'est un sous-marin, puisque il vous parle, mais en coulisses, il fait autre chose. Aura-t-il vraiment de chance de regagner la confiance que Félix lui avait donnée hier? On ne gagne pas la confiance des fois. En entrant par la grande porte dans l'Union sacrée? On ne gagne pas la confiance des fois. Quand vous avez déjà perdu la confiance, vous savez, même sur le plan biblique, le pardon, vous êtes chamaillé avec quelqu'un, vous vous demandez pardon, ça va, ça s'arrange. Mais il y a toujours une tache noire qui reste. Que non, l'homme ici ou la femme ici, je dois être prudent puisqu'il m'avait fait ça. Donc il ne sera jamais pardonné par le président Félix? Non, pardonner, le président est chrétien, il peut pardonner. Il n'aura plus de place dans l'Union sacrée. Mais quelqu'un qui se transforme comme un caméléon, là, ce sera très difficile de lui faire encore confiance. Puisque vous ne savez pas, qu'est-ce qu'il fera encore demain si je lui fais encore confiance? Moïse a été avec les gens de Lamouka. Moïse a été avec Kabila. Moïse est venu dans l'Union sacrée. Moïse est dans les trucs là. Front patriotique aujourd'hui. Oui. Entre-temps, dans l'Union sacrée, il est allé encore se faire un autre contrat dans le Front patriotique. Oui, mais que veut-il au juste? Le problème qui est là, la question que nous devons nous poser, est-ce que ses ennemis d'hier vont l'accepter facilement qu'ils puissent faire route ensemble? Alors qu'il y est déjà. Je crois, moi je doute encore fort. C'est qu'il est dans une situation tiède. Il est ni à gauche ni à droite. C'est pourquoi je dis que moi je suis en train de voir déjà, n'est-ce pas, la fin, sa mort politique. Puisque il a annoncé, il quittera l'Union sacrée. On lui a dit maintenant, officiellement, il faut quitter. Il ne quitte pas. Il est venu faire des consultations. Vous êtes leader. Pour prendre une décision, vous devez aller consulter vos subalternes. Ça me dépasse. Non, il a peut-être pris la jurisprudence de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans l'État, on a des problèmes. Venez, les consultations nationales. Le président de la République a consulté. Katumbi s'est aussi considéré en président de la République. Il a fallu consulter également. Il n'est pas président de la République. Non, mais de sa République ensemble. Il ne le sera même pas. De sa République ensemble. Il ne le sera même pas. Il ne le sera même pas. Puisque je crois qu'avec cette façon de faire, une attitude, un comportement d'un caméléon, je crois que maintenant, je suis en train de trouver que c'est important, en ce moment-ci, qu'on doit parler de la loi Noël Echani. Et je ne mérite pas, franchement.
Voilà, la question était posée à deux volets. Oui. Pour ceux qui pensaient que Katumbi devait harmoniser avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ceux qui sont contre que Katumbi n'aille harmoniser avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour eux, Katumbi doit perpétrer son bras de fer contre le président. Est-ce qu'il va s'en sortir avec, Ce serait un mauvais conseil. J'ai dit, quand vous regardez notre président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce qu'il est, que ce soit sur le plan national, sur le plan international, sa diplomatie agissante, vous pensez que Katumbi sortira vainqueur dans cette bataille? Il est déjà perdant. Il est déjà perdant. S'il avait de la valeur, s'il avait encore le poids, c'est ici à Kinshasa, vous l'attendez, en l'absence du chef de l'État, où il pouvait dire un mot après ses consultations. Inaperçu. Et il est rentré, n'est-ce pas, les pattes, la queue entre les pattes. Donc il ne sortira pas vainqueur dans ça. Donc le président Félix a montré, n'est-ce pas, qu'il est politicien, qu'il connaît bien, comme on l'a dit, pendant qu'il lui faisait la commerce, l'autre était, n'est-ce pas, au pied de son père, en train d'apprendre la politique. Vraiment. Il a montré. C'est Félix qui a fait que Katumbi puisse revenir dans ce pays, qu'il puisse circuler librement. Vraiment. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous chutons déjà, nous sommes en train de chuter. Les bras de fer, qu'est-ce qu'il va? Il ne va pas gagner, il sera toujours perdant. Il est déjà perdant, il est déjà mort politiquement. Je crois que je n'aimerais pas prophétiser plutôt de son malheur, mais j'ai toujours dit que quand Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo partira, il partira avec toutes. Félix partira avec Moïse Katumbi. Félix partira avec Martin Fayulu Madidi. Félix partira avec le Mendeo Malanga, avec le Shioki Tundu, avec le Tambwe Mbamba. Vous voyez toutes ces personnes que nous avons connues, les grandes figures qui ont fait l'histoire politique de ces pays, partiront et leurs noms ne resteront que dans l'histoire. Mais dans la politique active, ils ne seront plus. Oui, je l'ai dit, ils vont partir. Parce que déjà quand nous voyons l'histoire de Moïse Katumbi, il finit en mal. Il risque de connaître le même sort que Joseph Désiré Mobutu, en exil. D'ailleurs, lui, il a déjà frôlé l'exil, il a déjà été en exil, rappelé dans le pays par pitié et par grâce de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Imaginez maintenant qu'aujourd'hui, Félix l'ait lâché une fois de plus. Qu'est-ce qu'il deviendra? Pense-t-il vraiment qu'en 2023, il aura un mot à dire devant le peuple congolais? Jamais. Je voulais juste m'atteler pour dire partir là, pas dans le sens de quelqu'un qui va en voyage. Ça signifie que c'est le déclin. Oui, donc effacer complètement sur le plan politique. Donc, justement, c'est ça. Seul, j'aimerais dire une chose, seul le MLC de Jean-Pierre Bemba persistera. Et puis, la nouvelle génération Kabila. La nouvelle génération Kabila. Et puis, le MLC de Jean-Pierre Bemba. Ce sont les deux partis qui pourront avoir de la renaissance aux côtés de l'UDPS. Mais le reste, je vous jure, que nous aurons de nouvelles choses, une nouvelle classe, vraiment le renouvellement de la classe politique, nous en aurons à la fin du pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En commençant par la disparition de Moïse Katumbi, et là je vous rejoins, hein, Noël Chani. Que votre prophétie se réalise. Ma prophétie verra le jour, je vous le jure, que nous allons palper cette prophétie. Ok. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin. Nous vous présentons Jean-Pierre Katenda, à nouveau dans la famille Edem, souhaitant à ces vaillants, à ces doyens de la profession, la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Soyez heureux, vous êtes chez vous, sentez-vous à l'aise. Cette place-là vous appartient à vous, désormais c'est votre chaise. Merci beaucoup. Et cette famille qui va vous suivre aujourd'hui est désormais la vôtre. Sentez-vous à l'aise, il faut beaucoup l'aimer. Il est intelligent, vous avez senti, vous avez compris. Nous vous remercions, nous remercions le DG Stéphane Balamwangue. Nous remercions également le réalisateur du jour, Adida Lumumba. On a été là qui m'a Fumbe, Mbote Nabino Nyoso Bisika Bozwani. Merci.